continue sur notre lancée pour parler de comment entretenir la dynamique qualité une fois que la visite est passée. Donc cette fois-ci, ce n'est plus tellement le terrain qui va parler, mais plutôt un regard extérieur, une consultante. J'ai nommé Sylvie Henry Espargiller. C'est pas courant d'avoir une consultante, c'est même plutôt rare dans ce genre de journée. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Parce qu'elle a une grande expérience, non seulement en tant qu'évaluatrice, mais aussi en tant qu'accompagnatrice et consultante de pas moins de 30 ESMS jusqu'à présent, avec beaucoup aussi de plusieurs dizaines d'évaluations à blanc. Et donc, c'est une personne qui propose un blog, une veille qui est passée en bi-hebdomadaire, et également des vidéos qui sont entre 5 et 8 minutes, que je vous recommande aussi chaleureusement, puisqu'il y a des abonnés, là aussi, en très très grand nombre. Donc, je laisse la parole à Sylvie Henry Espargiller, qui va nous parler de l'entretien de cet élan sur la durée, et éviter le soufflet. Voilà. Merci. Oula. Merci beaucoup, Martine. Ça va aller. Hop, hop. Et de manière générale, merci beaucoup, Oseka, pour cette invitation. Merci à tous et toutes d'être là. On est légèrement... Alors attention, j'utilise toujours des termes techniques, donc on est légèrement à la bourre par rapport au planning, mais voilà, j'avais prévu un petit quart d'heure, tout ça. Sinon, tant pis, je répondrai pas aux questions, et puis voilà. Donc, merveilleuse introduction, j'ai pas besoin de me présenter, ça tombe bien, parce que je n'aime pas le faire. De quoi on va parler? On va réfléchir à plusieurs choses. On va vraiment être... Tout comme en complémentarité avec l'excellente table ronde de ce matin, on va parler de l'après-évaluation. Éviter effectivement que le soufflet ne retombe en même temps que la pression après la visite. Voilà. Comment on peut aussi utiliser le rapport d'évaluation de manière réellement utile. Voilà. Et puis comment on va garder le rythme finalement de l'auto-évaluation sans attendre 5 ans. L'idée, c'est, voilà, là, on était en évaluation, là, nos évaluateurs, Pipo et Chico, ils sont partis, on fait au revoir, et puis après, on se dit, allez, on s'y remet dans 5 ans, 4 ans et demi, voilà. Donc, non, l'idée, c'est justement de ne pas se retrouver comme certains ou certaines l'ont peut-être été, un peu au pied du mur. Voilà, je pense notamment aux établissements qui ont été évalués en 2023, voilà, pour en avoir accompagné certains. Bon, il y a eu des choix stratégiques à faire ou autres. Normalement, on n'est plus censé être dans cette urgence de la préparation. Voilà un petit peu le programme. Donc, si jamais ça ne vous intéresse pas, je pense qu'il y a encore du café de servi. Vous n'hésitez pas. Voilà, je ne me vexerai pas. Donc, comme je vous disais, concrètement, toute cette, voilà, ma petite intervention va être en complément de ce qui a été dit ce matin. Je vais même reprendre certains éléments. Pour ma part, en tant que consultante, moi je suis à mon compte depuis 2021. Avant, j'étais responsable qualité gestion des risques mutualisée au GCSMS des publics girondins, GCSMS public girondin, pardon, qui réunissait une dizaine d'EHPAD publics en Gironde, donc de là où je suis. Et donc depuis 2021, je suis à mon compte et les premières demandes ont été quand même majoritairement la préparation à l'évaluation HAS. Avant ça, de l'aide pour des projets d'établissement, des projets de service, des documents uniques, voilà, les outils qualité dans les grandes lignes. J'ai jamais eu autant de demandes que sur les plans de gestion de crise depuis que ça a été un critère impératif du manuel HAS, bien sûr. Voilà. Et en fait, ça fait quelques temps, je dirais que ça fait, je pense que c'était il y a 1 an à peu près, où j'ai commencé à avoir des demandes de, bah là, on vient d'avoir notre évaluation et on aimerait justement pérenniser, on n'aimerait pas que ça retombe. Voilà. Donc, sachant que sur le marché, si je puis dire ça comme ça, voilà, les confrères et consoeurs, on se disait toujours que voilà, quand il n'y aura plus d'évaluation, on n'aura plus de travail, c'est faux. Et tant mieux, parce qu'en fait, l'évaluation, c'est une toute petite part de la démarche qualité. Mais je ne vais pas aller trop loin, puisque ça, c'est la conclusion. Donc, du coup, ça fait à peu près 1 an qu'on me demande ce type d'accompagnement. Et concrètement, les constats, c'est les suivants. Déjà, il y a l'épuisement post-visite. Ça a été évoqué ce matin. Très clairement, là, j'ai un EHPAD, en l'occurrence, que j'ai accompagné pour son évaluation. Et ils ont eu la sympathie. On a fait une petite visio de débrief après l'évaluation. J'ai face à moi en visio la directrice et l'IDEC de cet EHPAD qui n'ont pas l'air hyper enjoués. Voilà. Je leur dis alors, comment s'est passée l'évaluation? Joker, hein? Ah,
Ça fait 1 an que je les prépare, mais c'est pas grave. Je le vis bien. Mais il y a des critères. Ah, on a validé tous les critères impératifs. D'accord, ok. Du coup, c'est et les professionnels n'ont pas arrêté de dire « Ah là là, vous direz merci à Sylvie parce que vraiment, elle nous a bien préparé. On a parlé de notre métier pendant les entretiens, c'était très agréable. On a même identifié des nouvelles idées. Les équipes sont vraiment au taquet. » D'accord ? Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les évaluatrices, à la conclusion, elles ont dit, et il y en a même une qui m'a demandé si on n'était pas nous-mêmes évaluatrices, tellement qu'elles sentaient qu'on avait été bien préparées. Ils ont trouvé l'établissement superbe. Pourquoi vous, attention terme technique, tirez cette tronche? Voilà. Et très clairement, il y a eu 2 phrases que je retiens. Il y a eu le « tout ça pour ça ». Voilà. Vraiment, elles étaient exténuées et je me rends compte, en retour d'expérience, que je leur ai moi-même mis la pression. Voilà. Et au point même où la directrice a dit « Je me suis posé la question un moment, mais si c'était Sylvie, est-ce qu'on aurait eu 4 sur 4 ?» Parce qu'elle a dit vraiment, on a travaillé très fortement chacun des critères. Les critères impératifs, c'était leur stratégie. Ils voulaient 4 sur 4 pour les critères impératifs. Et voilà. Donc, toujours est-il qu'il y a cette espèce de décompensation. On était la semaine suivante, on était à 10 jours, grosso modo, après l'évaluation. Et non, vraiment, elles étaient... voilà, j'ai un peu culpabilisé quand même qu'elles se sentent... voilà. Alors qu'autour, bon, pour les équipes ou autres, ça s'était un peu mieux passé. Mais là, c'était vraiment voilà, tout ça pour ça. Et le 3e point, c'est qu'il y a eu donc tout ça pour ça, et comment on fait dans 5 ans. Parce que là, ils ont adoré l'établissement, mais moi, je ne me remets pas dans cet état-là pour avoir ce résultat-là dans 5 ans. Et si on avait été moins bon, est-ce que finalement, ça n'aurait pas été mieux? Parce qu'on aurait eu quelque chose de progrès. Là, en fait, de maintenir ce niveau-là, on ne se sent pas prêt. Donc, c'est détendu, c'est dans 5 ans, voilà. Confirmation ce matin qu'en plus, le manuel va évoluer et donc il y aura des nouveaux challenges, voilà. Il y aura une relecture. Le fait qu'il y ait des critères redondants qui soient... J'en attends beaucoup, merci. Voilà, mais donc, voilà, on va se préparer, on souffle, voilà. Donc ensuite, il y a bien entendu d'autres demandes que je peux avoir aussi. Littéralement, une structure qui m'a contacté, une association qui m'ont dit, mais maintenant, en fait, on ne sait pas quoi faire. Là, on a fait l'éval, ça s'est bien passé, ils sont encore un peu au taquet, hein, mais ils disent, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait du rapport? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Et justement, avec cette anticipation de dire, si on ne fait rien là, on va devoir refaire tous ces efforts-là dans 4 ans et demi, et ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc, comme je vous dis, l'envie aussi, il y a aussi derrière, des fois, l'envie de faire mieux dans 5 ans. Alors ça, c'est plutôt pour des structures qui sont passées au début, en 2023, voilà, pour qui l'annonce de Caliscope n'a pas été satisfaisante, parce qu'ils ont dit, bah non, nous, on n'était pas prêts, en fait, en 2023, mais on en avait besoin pour notre autorisation. Et voilà, donc là, il faut vraiment qu'on fasse mieux dans 5 ans. Voilà. Parce que, soyons très clairs, il y a aussi des structures passées en 2023 qui, eux, le soufflet est tombé, et qui, d'ailleurs, disent aux confrères et aux consoeurs qui passent là en 2024, 2025 et suivant, moi, c'est fait. Tranquille. Bon courage. Voilà. Donc, ce qui n'est pas très sympa. Moi, comment je structure les choses? Je structure, voilà, pour répondre à toutes ces craintes et constats. Bon, alors, aucun de mes accompagnements ne se ressemble réellement, mais ils sont centrés quand même autour de 4 gros conseils et méthodes avec des outils que je vais vous présenter. Déjà, première chose, on va éviter de tout jeter aux oubliettes. Vraiment, le sketch, voilà, c'est vraiment ça. On dit au revoir aux évaluateurs et on fait « wouhou, c'est fini ». Voilà. Et on oublie en plus de clôturer sur Sinae, j'ai noté. Donc, ça va être un truc, je vais le rajouter dans mes supports de formation. Clôturer, voilà. Sinon, il n'y a rien qui est validé. La chaise, elle n'est pas au courant, voilà. J'en rajouterai. Donc, ne pas tout jeter aux oubliettes. En fait, il y a l'évaluation. Et moi, je vais faire le top départ. Par rapport à ce qui a été vu ce matin, je vais vraiment faire le top départ après la réunion de clôture. Voilà. Donc, normalement, à la réunion de clôture, vous avez eu donc les premières conclusions. Vous ne savez pas encore les notes exactes. Certains cabinets vous donnent carrément l'information du nombre de critères impératifs validés ou non validés. Vous avez même des cabinets qui vous font signer un document, voilà, qui co-signent un document à la fin de l'évaluation. On est d'accord qu'il y a, je dis n'importe quoi, 2 critères impératifs non atteints. Voilà. C'est contresigné, comme ça évite d'avoir des surprises à la lecture du pré-rapport. En tous les cas, eux, ils ont 1 mois, on rappelle, hein, pour vous envoyer le pré-rapport. Pendant cette période-là, l'idée, c'est que l'évaluation, elle reste dans les
mémoire. Pas avec grand-chose, mais en tous les cas, l'idée, c'est que ça ne disparaisse pas comme un écran de fumée, là. Vous voyez, Gérard Majax. Personne n'a la ref, je suis tellement vieille. C'est terrible. Donc on affiche tout le monde, on affiche tout le monde, non, on m'affiche que moi, mais on informe tout le monde des conclusions de l'évaluation par tous les moyens possibles. Utilisez pour la com, quand je dis pas compliqué, cherchez pas midi à 14h, communiquez avec les circuits que vous connaissez, enfin, que vous utilisez déjà, et l'idée c'est vraiment juste d'avoir les conclusions générales. Donc de l'affichage, des mails, des informations dans les réunions. Vous dites dans les grandes lignes quelles ont été les conclusions et quels ont été les points forts particulièrement mis en avant par les évaluateurs et peut-être éventuellement, voilà les 2-3 sujets sur lesquels il va falloir que l'on travaille. Ça peut être des grands sujets, des grands thèmes, voilà, l'éducation à la santé, un point... Ensuite, vous allez recevoir le pré-rapport. Donc là, vous savez un peu plus à quelle sauce, quels sont vraiment le détail des constats. Donc, en parallèle, vous avez un mois pour relire et faire vos commentaires. Et donc, en parallèle de cette lecture contradictoire, l'idée, c'est de pouvoir compléter cette première information très générale par une information un peu plus précise sur les résultats par thématique. En fait, faites votre propre Caliscope. Voilà, quand moi j'ai vu le Caliscope, hormis effectivement ce que certains appellent le Nutri-Score, on est désolé d'être aussi insultant sur le Caliscore, quoi. Donc, à défaut de ça, en tous les cas, au niveau de la communication, c'est la même chose. C'est de dire, si c'était, en tous les cas, dans votre stratégie de départ, parce qu'il y a des établissements, il y en a eu un témoignage ce matin, qui n'ont pas comme stratégie d'avoir 4 sur 4 aux critères impératifs. Voilà. Dans ce cas-là, c'est pas la peine d'en faire des caisses autour de ça si c'était pas votre objectif. Si c'était votre objectif de départ, vous pouvez dire, on a réussi à avoir 4 sur 4 sur 100% des critères impératifs, sur 15 sur 18, voilà. Et puis, dans les grandes lignes, vu que de toute façon, vous avez le scoring, vous pouvez communiquer le scoring et faire une synthèse par grande thématique. Voilà. Sur cette synthèse-là, les axes forts et les projets à venir. Donc, ce que je vous ai conseillé sur la première partie très générale, vous le déclinez par thématique. Vous pensez Falk, bien sûr, et vous pensez infographie. Voilà, pas un rapport de 12 pages, voilà. Donc, au plus simple. Mais ça permet, encore une fois, de maintenir les choses et qu'on commence un petit peu à travailler. Selon comment s'est passée l'évaluation aussi, vous pouvez avoir des professionnels qui vont, dès cet instant-là, au travers de cette communication, proposer des idées. Et j'ai envie de dire, faut y aller. Ne les freinez pas. Commencez pas à dire « Oui, alors attends, parce que là, on est juste... » Et après, on va réfléchir. Non, voilà. Si l'évaluation, et ça arrive, donne de l'entrain aux équipes pour améliorer 2-3 trucs parce que, attention, thème technique, ça les a saoulés de ne pas ressortir la bonne évaluation Algo Plus, voilà, pendant l'éval, on y va, on améliore. Dites-vous que pour eux, peut-être qu'un critère qui n'a pas été atteint, c'est l'équivalent d'un événement indésirable. On analyse, on améliore. Voilà. Donc, on ne freine pas l'amélioration. Et ensuite, une fois que vous avez donc le rapport validé et transmis à l'ARS, au CD, à votre autorité de tarification, là, vous pouvez valider le plan d'action et le diffuser. On le diffuse plutôt en interne, voilà. Et vous faites un focus sur les actions à court terme qui vont permettre de relancer la machine. Ok, ça c'est pour éviter que le soufflet ne retombe trop. L'idée c'est que vous restiez à minima dans l'information et dans le maintien. Il ne faut pas que l'évaluation disparaisse du jour au lendemain. C'est un peu ce qui avait été dit ce matin. D'essayer de maintenir un rythme sans s'épuiser. Numéro 2, ensuite on va, ce que j'appelle transformer l'essai. Je connais rien en rugby, hein. Ça fait toujours très classe, mais voilà. L'enjeu ici, ça va être de maintenir l'engagement. Voilà. Au départ, c'était de maintenir l'exercice d'évaluation dans les mémoires, voilà, sur la première étape. Là, c'est de maintenir l'engagement. On a quand même des professionnels, j'entends tout le monde, hein, la direction, l'encadrement, les pros de terrain, tout le monde, tout le monde s'est investi dans l'évaluation, dans sa réussite, etc., dans les auto-évaluations, peut-être même avant. Donc, l'idée, c'est de maintenir cet engagement. Et donc, en fait, on maintient l'engagement à partir du moment où ce que l'on propose est utile aux personnes. Je vais commencer par en fait la fin de diaporama, de manière transversale déjà. Vous pouvez faire une lecture transversale du manuel. Pour transformer l'essai, vous savez, et ça a été évoqué ce matin, qu'il y a 14 critères.
qui commence par « Les professionnels sont régulièrement sensibilisés et ou formés à ». Déjà, vous prenez cette liste-là et vous pouvez commencer à construire votre plan pluriannuel de formation / sensibilisation interne sur les 5 prochaines années. Voilà. En disant, ça, il faut qu'on le fasse tous les ans, ça, tous les 2 ans, ça, tout le monde y sera passé sur 3, 4, 5 ans. Déjà, de manière transversale, vous apportez une réponse déjà à ces critères-là. Même chose, il y a une grosse dizaine de critères où on va parler, où le manuel va parler de partenariat mobilisable. Même chose, à partir d'une petite liste, eh bien en fait, vous pouvez réfléchir aux partenariats existants aujourd'hui, à ceux que vous pourriez rechercher, voilà, ceux que vous pouvez renforcer, des conventions qui ont plus de 5 ans, voilà, où l'équipe qui a signé en bas n'est plus les mêmes. Bon, ça, des fois, je le conseille même de le faire avant l'évaluation, mais pourquoi pas, de le faire là, en tous les cas, de bosser un petit peu au niveau des partenariats, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui se lisse sur les 5 ans à venir. Voilà. Donc ça, c'est sur la lecture un peu transversale. Au niveau, donc si je reviens un peu plus haut, au niveau de votre plan d'action, alors forcément, il y a une priorité aux critères impératifs, puisque votre autorité de tarification veut que vous lui rendiez des comptes sur les critères impératifs qui n'ont pas eu 4 sur 4. Donc, il va nécessairement y avoir une priorité sur au moins la construction de ce plan d'action-là et sa réalisation. Deuxième priorité, c'est toutes les actions correctives pour les critères qui sont cotés 1 ou 2. Je vais refaire un petit topo sur les cotations 1, 2, 3, 4 étoiles. Et je suis désolée par avance pour l'HAS parce que je vais utiliser des termes techniques de vulgarisation. Et dans vulgarisation, il peut y avoir vulgarisation ou vulgaire. Voilà. Donc, un critère coté 1 sur 4, pour faire simple, ça veut dire on n'a que dalle. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, on n'a que dalle. Ah, vous avez une politique de développement durable ? Non. Ça tombe bien, il y a un sponsor, tout ça, allez-y. Voilà, mais 1 sur 4. 2 sur 4, c'est... Alors, on n'a pas, mais c'est prévu. On a planifié, on a même un petit peu commencé les actions. 2 sur 4. Okay. 3 sur 4, c'est fait, c'est mis en place, mais c'est pas pérenne. Oui, on a un circuit de centralisation et de traitement des plaintes et réclamations, mais ça fait 6 mois qu'il est en place, on n'a pas encore de retour de stats, on n'a pas encore fait une présentation, voilà, on n'a pas pu faire un bilan annuel parce que ça fait moins d'1 an, etc., etc. 3 sur 4, c'est fait, c'est pas pérenne. Il peut y avoir également dans les 3 sur 4 des choses qui ont été mises en place, mais qui ne sont pas tout à fait harmonisées. Voilà. Chose déjà vue en évaluation à blanc, j'adore ces moments-là, parce qu'en évaluation à blanc, les gens sont un peu plus détendus. Ils ne sont pas prêts en plus, donc ça c'est le but. Et donc voilà, un jour je pose la question, voilà, l'évaluation de la douleur, blablabla. Ah, AlgoPlus, vous pouvez me montrer l'exemple d'un résident ou d'une résidente douloureuse? Ah oui, bien sûr. Alors là, et l'autre à côté il fait, ah tu le ranges là toi? Moi je ne fais pas du tout ça. Oh le 4 sur 4 qui s'en va. Je l'ai vu partir, voilà. Mais en tous les cas, quand on a une cotation 3 sur 4, il ne faut pas oublier que par défaut, Sinae, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, le place en axe fort. Voilà. Un 3 sur 4, on est dans le vert clair. On est dans le B, on est dans le ça va. C'est juste que ce n'est pas pérenne, mais on est clairement sur la bonne voie et même sur les bons rails. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour notre plan d'action? Ça veut dire qu'une fois qu'on a le rapport, on va regarder les critères, pardon, oui, excusez-moi, 4 sur 4, c'est fait et c'est pérenne. Étoile. Étoile, c'est l'effet paillette. Moi, j'appelle ça paillette. Vous avez mis des paillettes dans les yeux de l'évaluateur. C'est hyper subjectif, mais il y a l'effet waouh, vraiment. Vous avez montré un truc, il a fait waouh! Oh, le truc de fou! Et paf, ça c'est l'étoile. Voilà. Donc, l'étoile, on rappelle, hein, dans la partie précédente, c'est ça qu'on met en avant dans nos infographies. Voilà. Moi, je dis toujours, quand j'accompagne des structures pour les préparer à l'évaluation, je leur dis, on ne va pas chercher à mettre dans votre stratégie le « Ah, il faudrait qu'on ait une étoile sur tel ou tel truc ». L'étoile, on ne la cherche pas. Par contre, quand on l'obtient, terme technique, on se la pète. Voilà. Mais avant ça, voilà, ça ne sert à rien de se dire « Pour ça, quand même, on mériterait une étoile ». Vous ne savez pas ce que les évaluateurs ont vu, comment ils sont organisés chez eux, qu'est-ce qu'ils ont vu avant vous, qu'est-ce qu'ils verront après vous. Vous ne pouvez pas avoir une garantie que ce que vous avez mis en place mérite, à leur sens, une étoile. Bref. Je ferme la parenthèse. Dans votre plan d'action, revenons au sujet.
priorité aux critères impératifs, et donc vous allez avoir besoin de mettre des actions correctives pour les critères cotés 1 ou 2. Donc vous reprenez votre rapport, soit sous Excel, mais même avec le PDF, vous faites une petite recherche par occurrence, où est-ce qu'il y a des 1 et des 2, voilà. Et là-dessus, vous planifiez des actions. Mon petit conseil, vous planifiez ces actions pour les 12 à 18 prochains mois, soit les 2 premières années, je ne dis pas 24, mais vous voyez où je vais en venir. On a 5 ans avant la prochaine évaluation, à une vache près. L'idée, c'est que dans les 2 premières années, on ait clôturé le correctif. Et ça a été dit ce matin, et c'est très vrai, parfois, en fait, c'est des actions que vous aviez déjà prévues. Ça vous conforte. Mais vous savez que du coup, l'idéal, ce serait que dans les 2 prochaines années, ce soit fait. Voilà. D'ailleurs, beaucoup de critères cotés 2, on rappelle, 1, c'est que dalle, et 2, c'est pas fait, mais c'est prévu. L'évaluation vous a sans doute conforté dans l'action que vous avez commencé à mettre en place, ou alors va vous demander un ajustement. Donc en réalité, il y a quand même beaucoup de choses qui normalement sont dans les tuyaux. Donc, comme je vous ai dit, hop là, on va parler méthode, mais on parle aussi outils. Et donc, je vais tenter, hop là, et voilà, j'ai mal tenté. C'était pas ça qu'il fallait faire. Hop, hop là. Alors, je ne vais pas pouvoir beaucoup zoomer. Ça, c'est un outil que vous pouvez retrouver sur mon blog, éventuellement. Il est gratuit, c'est volontairement un fichier Word. C'est une proposition de trame de plan d'action pour vos critères impératifs. Voilà. Donc, c'est un tableau, c'est une trame qui va reprendre tous les critères impératifs. Là, c'est celui qui rappelle les différents éléments d'évaluation. Vous supprimez les lignes où vous avez eu 4 sur 4, vous ne gardez que les lignes où vous avez eu un score en dessous. Vous pouvez placer l'action corrective qui va piloter l'action, l'échéance. Voilà. Est-ce qu'on va faire ça dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois? Voilà. N'oubliez pas, votre autorité de tarification ne vous demande pas de faire ça à zap, mais c'est quand même mieux. Voilà. Et la dernière colonne très importante que j'ai appelée livrable, qu'on pourrait aussi appeler preuve. Concrètement, comment j'ai conçu cet outil? Tout simplement sur la même base que les tableaux de suivi de réponse à des inspections ARS ou à des inspections DDPP, par exemple. Voilà. Et en réalité, à chaque fois qu'on doit rendre des comptes là-dessus, c'est rappel de l'injonction, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va prouver que c'est fait. Voilà. Donc dans la colonne livrable, vous annoncez déjà que, voilà, par exemple, si c'est sur les événements indésirables, dans vos livrables, il y aura la procédure d'événements indésirables. Imaginons que vous avez vraiment un 1 sur 4. La procédure validée, votre tableau de suivi sur 6 mois de suivi d'événements indésirables. Voilà. Échéance, 1 mois pour la procédure, 6 mois pour le tableau. Voilà. Ça voudra dire aussi que, sans même que votre autorité de tarification ne vous le demande, je vous préconise d'envoyer un petit mail pour dire « Bonjour, dans le cadre du suivi de l'évaluation, voilà nos livrables et nos preuves. » Voilà. Sachez que, pas en Nouvelle-Aquitaine, mais en Occitanie, il y a quelques établissements que j'accompagne où l'ARS a repéré quand j'accompagne des établissements, surtout après les contrôles, puisque tous les mois, on envoie des nouveaux trucs. Littéralement, il y a un établissement où ils nous ont demandé d'arrêter. Ils nous ont dit « renvoyez à la fin de l'année, ça c'est bon, on lève les injonctions, ça suffit. » Voilà. C'est mon petit plaisir personnel. On a chacun ses kinks, comme on dit. Alors, j'ai perdu la souris. Diantre. Ah ben oui, elle est là. Hop, 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 hop. C'est bon. Deuxième outil, c'est impératif. Les 2 autres outils, ils vont être là, pas du tout. Ça va pas tarder. Voilà. Alors, deuxième outil, c'est tout simplement le listing, comme je vous disais, des formations et sensibilisation. Voilà. Petite checklist, simple, sobre, efficace. Ça vous permet de reprendre les différents sujets, à quels critères il est rattaché. Vous voyez, par exemple, il y a confidentialité et sécurité des données, critère 227, comme vous le savez, qui est un critère impératif. Voilà. Et donc, ça vous permet de checker, de dire, tiens, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Est-ce que sur le risque médicamenteux, notre médecin co, par exemple, si on est en EHPAD, fait des sensibilisations, telles que demande le décret de sa fiche de poste? Démission du médecin coordonnateur, par exemple. Voilà. Ça permet d'étudier ça. Et ensuite, même chose,
Donc à la question, est-ce que ces outils sont disponibles? Je les rends disponibles pour ceux qui le souhaiteraient, il n'y a aucun souci. Autre checklist, les partenariats mobilisables. Même chose, voilà les différents sujets. Alors ça peut être la santé mentale, les activités sportives et de loisirs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de choses, la douleur, la fin de vie, voilà. Sur tout ce qui est aussi au niveau des professionnels, la qualité de vie, les conditions de travail, voilà, et le soutien aux professionnels. Bref, autant de partenariats, autant de sujets, de critères sur lesquels le manuel HS dit, tiens, ce serait bien que vous ayez des partenariats mobilisables. Vous pouvez donc vous poser la question, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on maintient? Qu'est-ce qu'on développe? Qu'est-ce qu'on ajoute? Qu'est-ce qu'on recherche comme partenariat? Voilà. Par exemple, lutte contre prosélytisme, radicalisation, que j'aime à étendre à dérive sectaire. Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas aller sur le site de la Mivilude, regarder quelles sont les associations ou les contacts qu'on a dans notre département ou sur notre territoire pour, voilà, au cas où on est une personne accompagnée victime de dérive sectaire, par exemple. Il faut que je reparte par là. C'est pas intuitif. Hop là. Donc voilà pour les petits outils. Donc là, on a transformé l'essai. Là, l'air de rien, je nous ai résumé 2 ans. C'est-à-dire que là, à la fin, donc vous avez votre rapport. Dans les 3 mois, vous avez le rapport. Grosso modo, ce que j'aime bien dire, c'est que comme la HAS s'engage à vous envoyer l'affichage Caliscope dans 3 mois, normalement, top départ, vous avez envoyé votre rapport à votre autorité de tarification, vous avez votre plan d'action avec les critères impératifs et les critères cotés 1 ou 2, avant même que la HAS vous envoie votre affiche. Challenge. Easy. Conseil numéro 3, ensuite, on est à 2 ans après l'évaluation, on passe en mode croisière. Là, l'enjeu, c'est de garder le rythme de l'auto-évaluation, et ça, c'est sans attendre encore 5 ans. Donc, plusieurs choses là-dessus. C'est des conseils qu'on peut donner déjà pour préparer les évaluations, d'ailleurs, c'est de lire le manuel autrement. Je m'explique, on prend les critères, tous les critères qui commencent par les professionnels, et on organise des analyses de pratiques professionnelles. Alors attention, quand je parle d'analyse de pratiques professionnelles, la technique, la méthode, je dirais, c'est de mélanger à la fois la méthode du traceur ciblé, qui est utilisé, mais aussi celui qui n'existe que dans le sanitaire, qui est le parcours traceur. Le parcours traceur, nous, on ne connaît pas du tout dans le médico-social, c'est pas bien compliqué. Dans ce genre de cas, en fait, comme on est dans le sanitaire, il y a pas mal de patients qui passent, il y a un certain turnover. On prend un patient, on prend le dossier d'un patient qui est passé par le service il y a plusieurs années, on le prend et au travers exclusivement de la traçabilité du dossier, on valide l'application des bonnes pratiques. Donc, moi ce que je préconise, c'est qu'on choisit un des sujets, par exemple accompagnement à l'autonomie, okay, et on va reprendre les critères du manuel. On va à la fois se poser la question de comment on répond à ces différents critères, comment on évalue l'autonomie, quelles sont les actions qu'on peut placer dans le projet personnalisé, comment on évalue la réussite, comment on identifie une baisse et éventuelle une perte d'autonomie, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Mais plutôt que de répondre à la volée en disant « on travaille trop bien, on fait ça », on prend des exemples. Ok, quels sont les derniers résidents, quels sont les derniers bénéficiaires qu'on a accompagnés sur ces sujets, et on va ouvrir leur dossier et regarder aussi au travers de la traçabilité du dossier la juste application de nos pratiques professionnelles. Ça permet de maintenir l'exercice assez positif quand même de l'évaluation, de s'assurer que ce que l'on fait est tracé quelque part. Et, j'entendais ce matin, sortir ou en tous les cas se détacher de certains biais de la culture de l'oral que l'on a beaucoup. Voilà. Alors l'idée, c'est pas de faire des papiers pour des papiers, attention, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'utiliser, de faire ça sous forme de groupes d'analyse de pratique. On les appelle comme on veut, ça peut être des réflexions autour des critères HAS, mais l'idée c'est de pouvoir réfléchir à, tiens, comment on accompagne ce sujet-là, comment on fait de l'éducation à la santé, comment on évalue les risques de chute, comment, voilà, et de voir ça au travers de l'exemple. D'ailleurs, c'est comme ça, personnellement, que je prépare les équipes au niveau des évaluations. Voilà. Je leur dis, prenez toujours 2 secondes. L'évaluateur, lui, doit savoir comment vous répondez à son critère. Donc, il va vous poser une question, comment ?
comment vous évaluez la douleur? Et du coup, vous avez envie de réciter la procédure. De dire, alors en fait, à l'arrivée, et puis quand il a mal, et puis quand il y a quelque... Voilà. Je dis, non, partez d'un exemple. Si je vous dis comment vous évaluez la douleur, réfléchissez à quelle est la dernière évaluation de la douleur que j'ai faite et comment je peux en parler. Ah, eh ben on a Madame Machin, elle a fait une mauvaise chute, elle a été hospitalisée, elle est revenue, là pour le coup, elle est encore sous antidouleur pendant quelques temps, voilà les évaluations qu'on a faites, voilà la prescription, voilà le suivi antalgique, voilà. Et on montre des choses. L'évaluateur, il a du concret. Et nous, en tant que professionnels, on reste dans notre zone de confort, on parle de notre métier. L'idée là, en tous les cas, donc on a dit, on a les 2 premières années, sur les 3 années qui nous séparent de la future évaluation, eh bien, on garde ce rythme de faire de temps en temps des évaluations sur des petits sujets. Ça, c'est pour les critères les professionnels et pour les critères le SSMS, parce que la gouvernance, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'y mettent pas non plus. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas à ce moment-là réfléchir, dire oui, comment, alors voilà, alors sur la gouvernance, il y a pas mal de critères impératifs, donc justement, ah ben tiens, comment on suit nos réclamations, nos plaintes, etc. Est-ce que c'est Magali qui s'en occupe dans son tableau? Non, elle joue de la guitare, tout ça, elle n'a pas fait. Cherchez pas. Donc, pour les critères, la gouvernance, j'insiste, le SSMS, j'encourage l'équipe de direction et d'encadrement, dans le cadre de Copil Qualité ou autre, de faire cet exercice aussi, sur tous les critères qui commencent par le SSMS. Voilà. C'est quoi les derniers appels à projets qu'on a fait? C'est quoi? Voilà. Et de garder ce rythme-là aussi. Et enfin, il nous reste les critères la personne. Alors, on est 2 ans après votre première évaluation, on rappelle. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire vos propres accompagnés traceurs? D'autant que le CK propose d'excellentes formations pour pouvoir les mettre en place. Donc, plus sérieusement, il faut avoir les moyens, et j'entends moyens, il faut avoir les professionnels formés, il faut avoir le temps, il faut avoir... Voilà. Mais ça peut être une idée de mettre en place vos propres accompagnés traceurs. On n'oublie pas, l'accompagné traceur, c'est une méthode qui vient du sanitaire, patient traceur, qui lui-même vient en fait d'une méthode américaine qui consiste, c'est une méthode d'évaluation de pratique professionnelle au départ. Donc mettre en place un accompagné traceur, ça permet de partir de, on l'a dit ce matin, de la qualité perçue des personnes accompagnées, des résidents, des bénéficiaires, des usagers, selon comment on les nomme, pour ensuite conforter ou remettre en question nos pratiques professionnelles. Voilà. Parce que si on ne se concentre que sur nos pratiques professionnelles, on peut être complètement d'accord avec ce qu'on fait. Mais bien sûr qu'on lui explique, bien sûr qu'on lui dit la personne de confiance, c'est en annexe du paquet de documents qu'on lui donne à l'entrée. Voilà. Mais en fait, en face, on a le... Je ne sais pas de quoi on parle. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire le lien. Donc, première possibilité, vous avez 3 ans pour mener vos propres accompagnés traceurs et vous offrir une nouvelle porte, une nouvelle ouverture d'amélioration continue et rester. Néanmoins, le fait de mettre en place des accompagnés traceurs, ça ne vous apporte pas, entre guillemets, plus de points et ça ne vous aide pas plus pour préparer la future évaluation. Mais c'est une méthode qui peut être, enfin qui est, en fait c'est pas qui peut, elle est vraiment très puissante, voilà. Et de fait, elle exige de grandes responsabilités, n'ont rien à voir, elle prend du temps. Donc, vous pouvez peut-être vous dire, on n'a pas l'ambition de mettre en place des accompagnés traceurs. On a déjà du mal, on n'a pas de référent qualité, on galère, on a 30 bénéficiaires, c'est l'angoisse. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour la communication, vous pouvez utiliser les modalités de participation que vous avez déjà. Alors, attention, par contre, j'enlève le CVS de l'équation. L'idée là, c'est vraiment de faire participer les personnes au-delà du CVS. Voilà. Donc, plusieurs options. Soit vous avez des groupes de parole, par exemple, et donc du coup, vous allez proposer et utiliser en tous les cas ces groupes de parole, mais vous allez mettre le sujet autour de critères et de sujets du manuel HAS. Soit alors vous êtes plutôt en mode enquête, quand vous... Voilà, en fait, c'est quels sont les modes de participation qui existent déjà, et vous allez insuffler dans ces modes de communication les sujets des critères HAS, et donc de tous les critères qui commencent par la personne. Petit document en lien. Allez, même pas peur. Alors, ceci est un document qui n'est pas encore partagé, que je partage en formation notamment, et en accompagnement. C'est un document, attention, gros termes techniques. C'est un document fondamentalement, et je le sais parce que je l'ai créé, merdique. Voilà. Mais j'en assume tout à fait.
Voilà, j'assume tout à fait ce statut. Pourquoi il est merdique? Tout simplement parce qu'en fait, le phrasé n'est absolument pas adapté pour les personnes accompagnées du social et du médico-social. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai repris les critères la personne du manuel et je les ai transformés en enquête de satisfaction, comme on pourrait y répondre, voilà, si on avait le temps, l'intégralité de nos capacités, et qu'en fait on n'avait juste pas besoin de la solidarité du monde social et du médico-social. Voilà. On n'a pas besoin de Falk, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Donc en soi, c'est pas adapté. Par contre, moi je me sers toujours de cette base, et c'est cette base-là que je propose aux structures que je forme, que j'accompagne. Et en fait, à partir de ce camp-là, ils ont plus besoin de partir des critères du manuel, ils partent de cette retraduction, voilà, que je pourrais peut-être vous zoomer. Voilà. Mais par exemple, vous et votre entourage êtes informés du rôle des différents professionnels et intervenants. Vous voyez bien, voilà, par rapport à votre public accueilli, vous dites on ne va jamais poser la question comme ça. Voilà. L'idée en tous les cas là, ça a été de le transformer en enquête, voilà, voilà. Et les gens vont pouvoir dire oui d'accord, pas du tout d'accord. Ça aujourd'hui, moi je l'ai proposé à plusieurs structures. J'ai un SAMSA TSA qui s'en est saisi pour des groupes de parole, voilà, dont le premier a eu lieu la semaine dernière, donc j'ai pas encore eu de retour, mais qui du coup s'en est saisi. Et j'ai un CESAD qui s'en est saisi. Ce sera le mois prochain et qui, là pour le coup, l'a transformé en enquête, avec plusieurs petites enquêtes flash à destination des familles. Voilà. Donc en fait, on peut retravailler ce sujet-là, voilà. Et ça nous permet aussi d'impliquer les personnes accompagnées avant l'évaluation et pas seulement cibler aux accompagnés traceurs non plus. Voilà. Et ça va être bon sur les outils, je ne devrais plus être embêtée. Hop là. On est bon. Donc l'idée de se passer en mode croisière, on maintient vraiment, comme je dis, on garde le rythme, mais on garde aussi en tête les attendus de la HAS. En réfléchissant, j'aime beaucoup ce qui a été proposé ce matin à la table ronde. L'idée était de dire, on n'ouvre pas le manuel ou la recommandation de bonne pratique pour la lire, la commenter. On repart de ce que l'on fait et à partir de ça, on y réfléchit. Et oui, pardon. Pour ça, il vous manque quelque chose. Hop. Je le vois pas. Sup. Hop. Et voilà. Ça, c'est pour faire, par exemple, une APP autour de... Donc, on appelle ça réflexion autour des pratiques. Comme ça, on évite de mettre tout le jargon. Hein. Et puis, souvent, il y a des groupes d'analyse de pratiques professionnelles qui ont une autre tonalité. Donc l'idée aussi, c'est de ne pas faire des mélanges. Et donc là, par exemple, ce sont les critères évaluation et maintien de l'autonomie. Voilà. Là, dans cette version-là, pour vous, j'ai laissé les numéros des critères. Souvent, la version pour les professionnels n'a pas nécessairement les critères HAS, parce que ce n'est pas la peine de les embrouiller là-dessus. Et en fait, c'est vraiment comment on va se poser différentes questions. Donc, comment évaluons-nous, par exemple, l'autonomie et les compétences d'une personne ou d'une nouvelle personne accompagnée? Avec quelles données, quelles informations, quel outil d'évaluation? Voilà. Donc moi, quand j'accompagne des structures, je retravaille avec l'équipe qualité cette trame également, des gens pour parler d'enfants, de jeunes, de résidents, de bénéficiaires, selon la terminologie. On reformule certaines questions pour que ça parle aux professionnels. Et après, il y a la mini-moi, vous voyez, sur le côté, qui est là pour dire « présentez-moi un dossier ». On va ouvrir le dossier. Qu'est-ce qu'on a comme traçabilité de tout ça? Voilà. Et là, on reste vraiment dans la démarche d'auto-évaluation pleine et entière. On reste sur les attendus et on se questionne par rapport à nos pratiques. Voilà. D'où ce que je disais, ce qui a été dit ce matin, que je trouvais très intéressant, c'est pas on ouvre le manuel et on se demande est-ce que... Voilà, déjà le manuel, en plus, c'est des grandes affirmations quand même, hein, c'est pas aussi précis que des recommandations de bonne pratique, mais l'idée, c'est pas d'ouvrir la recommandation de bonne pratique, c'est d'abord d'ouvrir nos propres dossiers et de nous questionner par rapport à leur qualité. Voilà. Au travers là de différentes questions. Et pour ceux qui se posent la question, les critères en bleu sont ceux qui sont spécifiques à certaines populations accueillies, ici enfants pour le parcours scolaire et travailleurs pour le parcours professionnel, enfin adultes, en tout cas adultes handicap, tous les cas pas personnes âgées par exemple. Et bien on va arriver sur la fin, hop là, si j'arrive, tac. Donc juste pour se faire peur, voilà tous les sujets que l'on peut avoir sur les analyses de pratiques professionnelles. Voilà, si on reprend tout le manuel et qu'on décortique par petits sujets. Il y en a 29.
Donc du coup, même un par mois, en fait, sur 3 ans, c'est tout juste. Voilà. Parce que l'été, voilà, c'est relou. Terme technique, toujours. Donc, l'idée, c'est d'être malin et c'est de choisir. L'idée, c'est pas forcément de se dire qu'on va balayer tout le manuel. Là aussi, c'est un découpage que moi je fais qui permet quand même de faire des réunions assez courtes. Voilà. Par exemple, si je pense au côté gouvernance, j'ai mis l'intégration des nouveaux professionnels, la formation, l'accompagnement des carrières, l'organisation de travail et la QVCT dans plusieurs thématiques. J'ai des structures qui préfèrent se prendre 2h30 et font le tour de tout, par exemple, pour voir toute la politique RH. Pourquoi pas, hein. Là, c'est un découpage qui se veut être, voilà, permettre de faire des réunions de 30 minutes autour d'un sujet. L'idée, en tous les cas, ça va être de cibler quels sont les sujets les plus intéressants. Et oui, là-dessus, comme vous voyez aussi, ça mélange tous les critères, le SSMS, et tous les critères, les professionnels. Voilà. Oui, j'ai une structure qui a fait le choix sur notamment la partie réflexion éthique et bientraitance, de faire un groupe commun, gouvernance et professionnelle, et de réfléchir ensemble autour des critères et gouvernance et professionnelle, sans se poser la question de qui est censé répondre. On n'est pas en train de préparer l'évaluation, on est en train de questionner notre démarche de réflexion éthique et notre politique de bientraitance, et comment elle s'applique au quotidien. Voilà. Donc l'idée, c'est de choisir intelligemment par rapport peut-être aux critères où on était plus ou moins bon la dernière fois. Quels sont les critères qui motivent le plus les équipes ? Quels sont ceux où on a manqué de documents et de traçabilité, le jour de l'évaluation, par exemple, où on a un peu galéré. Ceux où on ne s'est senti pas concerné, mais où on pourrait l'être. Bref, là, c'est vraiment les choix en interne de quels sont les sujets qui vont le plus nous intéresser. Moi, ce que je préconise, c'est qu'une fois on est vers la fin, vous voyez, je vous ai dit, les 2 premières années, on fait les actions correctives. Quand on est grosso modo à 1 an et demi, on commence à se dire, alors là, on va passer en mode croisière et on commence à préparer notre calendrier pour les 3 prochaines années des différents sujets qu'on va traiter. D'autant qu'entre-temps, dans 2 ans et demi, qu'est-ce qu'il va y avoir ? On l'a su ce matin, le nouveau manuel. Du coup, il y aura peut-être de nouveaux sujets ou des sujets qui sont traités différemment. Il va falloir que je refasse toutes mes grilles. C'est trop bien. C'est trop bien. Du coup, on arrive là quasiment 1 an avant l'évaluation, même si on va continuer un peu notre mode croisière. 1 an avant la nouvelle visite, on prépare la nouvelle évaluation. Et là, je ne vous apprends rien. On va choisir notre cabinet, reprendre l'ancien ou pas, tout ça. D'ailleurs, ça, c'est une question que j'ai pas, une réponse que je n'ai pas. Est-ce qu'on a le droit de prendre le même qu'il y a 5 ans ou est-ce qu'on doit en changer ? Je ne sais pas s'il y a des choses là-dessus. On va rechercher les accompagnés traceurs. Et là, la bonne idée. Est-ce qu'on ne prendrait pas des dossiers qu'on a étudiés dans l'année, par exemple, dans nos fameuses analyses de pratique professionnelle là ? On se dit, ah ben tiens, il y a le parcours de un tel, il est vachement intéressant. Tiens, on pourrait peut-être... voilà, par exemple. On va cibler les professionnels volontaires, ceux qui ont adoré ces réunions là de 30 minutes, qui ont dit, moi je suis chaud pour présenter tout ça aux évaluateurs. Bien sûr, on va centraliser tous les documents, on organise la logistique, tout ce que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire pour la plupart d'entre vous. Pour conclure, en faisant tout ça, en utilisant l'idée, c'est vraiment... Alors, pour que tout ça, ça fonctionne, il faut garder 2 choses en tête. La première, c'est que votre rapport d'évaluation, il est vraiment au service de votre démarche d'amélioration continue, au même titre, et ça va permettre d'enchaîner sur le sujet d'après, au même titre que vos événements indésirables, vos réclamations. Voilà, c'est une source d'amélioration continue. La plus grande source, les critères 1, 2, ceux qui sont immédiatement en axe de progrès. Voilà. 3, il faut que vous assuriez quand même que vous pérennisez bien ce que vous avez commencé à mettre en place. Mais vraiment, votre source d'amélioration, les critères côté 1, 2. Et là, vous avez 2 ans pour faire du correctif. Au bout de 2 ans, on arrête le correctif en lien avec l'évaluation. Et puis, c'est quelque chose d'important, ça a été redit ce matin et je ne le dirai jamais assez, l'évaluation, ce n'est pas un examen de fin d'études. C'est une étape de la démarche d'amélioration. Je le dis souvent, ça a été redit ce matin parce que c'est une analogie qu'on fait souvent, c'est l'évaluation, c'est une photo à un instant T. Si l'évaluation est une photo, votre démarche qualité, c'est le film. Ok ? Et donc l'évaluation, c'est pas le générique de fin. Oui, alors ça veut dire que le film ne s'arrête jamais, je sais, l'analogie va beaucoup trop loin, mais vous voyez le concept. Voilà. D'une, 13 heures. Voilà. En tous les cas, voilà. Donc vraiment, il faut se dire que l'évaluation, c'est une étape qui est importante, qu'il faut prendre au sérieux, qui est, oui, fatigante, soyons clairs, hein, qui est coûteuse aussi, mais ce n'est, entre guillemets, qu'une étape. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions ? Et merci de votre attention sur la digestion. C'est gentil.
Tu nous laisses sans voix. Oh là, ça les a saoulés. Bonjour, je parle au nom des EHPAD puisque je dirige un EHPAD. Vous disiez qu'au terme des 2 ans de suivi des critères côté 1, 2 et des critères impératifs auxquels on n'aurait pas satisfait, il faut se dire qu'on arrête de se fier à la précédente évaluation, puis ensuite on est plus dans une logique de dynamique qualité. Pour la préparation de l'évaluation, est-ce que vous préconiseriez une échéance de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans ça ferait beaucoup, pour avoir cette faute en instant T et se dire là on sera dans la continuité de cela pour préparer la vraie visite? Très bonne question. Dans l'idéal, moi j'aime à dire qu'une évaluation c'est comme une gestation, c'est 9 mois. Il y a 3 mois pour choisir son cabinet. On va avoir 3 mois, alors je fais les 9 mois, je vais jusqu'à la remise du rapport. Donc il y a les 3 mois avant, vous avez la visite, préparer la visite, choisir le cabinet d'évaluation. Voilà. Et donc la plupart du temps, moi ce que je dis, c'est qu'à 6 mois de l'évaluation, il va falloir trouver les accompagnés traceurs, organiser la logistique, etc., etc. Il suffit qu'il y ait des vacances aussi. Voilà, si vous avez par exemple votre rapport à rendre avant le 31-12, vous savez que vous allez passer votre évaluation sur septembre-octobre. Ça veut dire que les 2 mois avant d'été, voilà, ça va être un peu moins tendu. Donc, l'idée, moi, j'ai toujours 6 mois avant l'évaluation, on arrête de chercher d'améliorer, ou en tous les cas, de faire des choses vraiment en plus pour l'évaluation. Je parle de structures. Alors, il ne faut pas oublier que moi, les structures que j'accompagne, c'est des structures qui, alors quand je dis n'ont pas de moyens, si elles ont les moyens de payer les factures, mais que j'envoie. Mais en l'occurrence, ce sont des structures qui n'ont pas de référent qualité. Sinon, ils ne feraient pas appel à moi, en fait. Donc, du coup, c'est des structures qui n'ont pas nécessairement... Je sais que quand on va commencer à organiser l'évaluation, c'est-à-dire solliciter les évaluateurs, demander le planning, organiser, trouver les accompagnés traceurs, les solliciter, si c'est un service, s'assurer qu'ils puissent venir. Enfin, il y a plein de choses. Ça prend suffisamment de place. Je leur dis, il va falloir que 6 mois avant l'éval, c'est pas là où on va se dire notre plan de gestion de crise est-il à jour? Voilà. Donc, souvent, il faut arrêter un peu à 6 mois, même si, attention, voilà. Plan de gestion de crise, très bon exemple. Il peut y avoir certaines fiches techniques qui sont faites qui sont finalisées un peu avant l'évaluation. Et oui, j'ai une cliente qui m'a raconté après coup avoir centralisé, des fiches d'événements indésirables et fait un bilan à 6 mois des événements indésirables de l'année, la veille à 2h du matin de l'évaluation pour la glisser dans le classeur. Vous n'avez rien entendu. Je ne la citerai pas. Donc, il peut y avoir... voilà. Mais souvent, ce que je préconise, c'est 6 mois avant, on arrête d'essayer, en tous les cas, de faire des grands projets. On arrête tout ce qui peut être ambitieux. Oui, le micro. Voilà, je disais, je parlais au nom des EHPAD, mais instantanément après, je disais c'est idiot parce qu'on est tous à la même enseigne, mais peut-être pas tant que ça, parce qu'en fonction du public, si ça va être dans la petite enfance, ou en tout cas public plus jeune avec des temps de scolarité, il y a sans doute des temps qu'il faut inclure dedans, et du coup l'échéance peut être plus ou moins... Enfin, le temps de préparation peut être plus ou moins long. Dites-vous qu'en... Alors, pas tant pour ça, c'est surtout sur l'organisation des accompagnés traceurs. Dites-vous qu'en EHPAD, c'est là où c'est le plus confortable, on a littéralement les gens sur place, disponibles toute la journée. Voilà. Hormis la sieste, les feux de l'amour, voilà, il n'y a pas la messe parce que c'est pas dimanche, mais voyez, alors que effectivement au niveau des enfants, il y a des temps de scolarité. Pour aussi, quand il y a des accompagnements à la parentalité, on a aussi des gens qui travaillent en fait. Et donc quand on doit faire par exemple ne serait-ce que 3 accompagnés traceurs, avoir 6 parents par exemple sur une pouponnière par exemple de disponibles. En fait, on est bien content et merci à l'HAS d'avoir mis les 15 jours de prévenance parce que ça permet de libérer quand même des gens qu'on avait identifiés comme accompagnés traceurs, qui avaient donné leur consentement et leur dire c'est bon, dans 15 jours, ce ne sera pas vous, vous pouvez potentiellement vous libérer aussi. Voilà. Je vous en prie. Oui. En fait, c'est comme un jury populaire, c'est comme un jury, on peut dire, ils peuvent nous dire non, on ne prend pas celui-ci ou... Ah oui, non, j'ai vraiment cru que vous compariez la compétition à Twitter. Et non, pas du tout. X, pardon. X. Non, c'est savoir, est-ce qu'on en propose, après il peut se dire non, je réfute. Alors, vous parlez pour l'évaluation. Alors, pour l'évaluation, pareil, je parle sous couvert de la Haute Autorité de Santé. Les évaluateurs vont vous demander donc un nombre d'accompagnés traceurs qu'ils vont vouloir rencontrer. Voilà, 3, 4, 5, 6. Et vous allez devoir en proposer, faire une shortlist du double.
Voilà, que vous allez donc identifier. Donc ça, moi, ça fait partie des choses où je préconise en amont de discuter avec les évaluateurs. Est-ce qu'il y a différents profils que vous voulez que l'on que l'on mette un peu plus en avant. Mettre en avant ce qu'on a vu ce matin aussi, les difficultés de communication. Moi, c'est vrai que du coup, par rapport à ce qui a été dit ce matin, je vais sans nul doute un peu plus insister. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir dire, dès le cahier des charges d'ailleurs, on a ce type de profil et donc les évaluateurs doivent être en capacité d'utiliser tel ou tel type de communication adaptée. Je trouve vraiment l'idée très très intéressante. Et alors, il n'y a pas de réfutation. En tous les cas, ils vous les demandent suffisamment en amont pour que, si jamais c'est complètement hors sol, ils vous le disent. Alors, c'est pas un de mes clients, mais bref, de rebond, des gens qui avaient mis c'est un EHPAD aussi, et donc 3 accompagnés traceurs. Dans les 6 qu'ils ont proposés, il y en a 3 qui faisaient partie du CVS. Et les évaluateurs les ont retoqués en disant en fait on va prendre de fait les 3 autres, est-ce que vous pouvez nous en proposer 1 ou 2 de plus, qu'on ait vraiment l'impression de choisir, parce que les membres du CVS on va les rencontrer, voilà, ça peut arriver. Ils ont été à peu près souples. Écoutez, je pense qu'on a balayé pas mal le sujet, à la fois avec du terrain tout à l'heure par la table ronde et puis maintenant avec les conseils que tu as pu nous donner, sur maintenir cette qualité sur le long terme. Voilà. Merci beaucoup. Oui, pardon. Par rapport à la réflexion de ce matin, Colibri, qui nous permet d'imprimer le magnifique manuel en A5, regardez, il est adorable. Il fait un tout petit peu moins peur. Voilà.